Ça a été rapide la réponse, vous en êtes sûr? Ah, sûr? Jamais porté la main, Non. même pour des raisons perverses. Voici le dernier moment de Michel Piccoli, l'un des seigneurs incontestés du cinéma français, emporté par un accident vasculaire cérébral le 12 mai 2020 à Saint-Philbert-sur-Risle. Pendant plus de 60 ans, il a incarné une présence magnétique à l'écran, collaborant avec les plus grands cinéastes, de Jean-Luc Godard à Louise Buñuel, en passant par Claude Sautet. Reconnu pour son charisme discret et sa capacité à se fondre dans des rôles complexes, il restait jusqu'au bout un artiste insaisissable. Être acteur, c'est ne jamais se répéter, confiait-il un jour, comme un credo. Son départ a pris de court un public qui croyait à son éternité artistique. Derrière la silhouette élégante et la voix posée, se cachait un homme dont la vie, jalonnée de succès et de prises de position marquantes, reflète toute l'histoire culturelle d'un siècle. Michel Piccoli voit le jour le 27 décembre 1925 à Neuilly-sur-Seine, dans une famille où l'art est une langue maternelle. Son père, Henri Piccoli, est violoniste d'origine suisse, et sa mère, Marcelle Expert-Besançon, pianiste. Dans cet univers baigné de musique, le jeune Michel développe très tôt une sensibilité artistique, bien que ses premières passions ne soient pas encore tournées vers le cinéma. Enfant, il fréquente les salles de concert et les coulisses des spectacles, absorbant l'atmosphère créative qui règne chez lui. L'adolescence est marquée par les turbulences de la Seconde Guerre mondiale. Paris vit sous l'occupation et le jeune Piccoli, tout en poursuivant ses études, ressent la nécessité de trouver un langage pour exprimer ses émotions et ses idées. C'est sur les planches que ce besoin trouve sa forme. Il intègre le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, où il se forge une discipline et une rigueur de jeu. Ses premières apparitions se font dans de petites compagnies théâtrales, souvent dans l'ombre, mais elles révèlent déjà un acteur capable de se transformer en profondeur. Après la Libération, il commence à multiplier les rôles au théâtre, évoluant dans des registres variés, du drame classique à la comédie. C'est également à cette époque qu'il effectue ses premiers pas au cinéma, dans de petits rôles qui ne laissent pas encore présager la carrière prestigieuse qui l'attend. Cependant, chaque expérience nourrit son ambition. La rencontre avec des metteurs en scène exigeants devient déterminante. Sous la direction de Jean Renoir, il apprend la subtilité des regards et des silences à l'écran. Quelques années plus tard, Jean-Luc Godard l'invite à jouer dans Le Mépris de Jean-Luc Godard, un film qui marquera un tournant décisif. Piccoli comprend alors que le cinéma peut lui offrir une palette d'expressions infinie, tout en touchant un public bien plus large que le théâtre. À ce stade, la passion est devenue vocation. Il n'est plus seulement un jeune homme issu d'une famille d'artistes, il est un comédien en devenir, prêt à embrasser des rôles exigeants, même au prix de rester méconnu du grand public pendant encore quelques années. Son chemin est tracé, il ira là où l'art le pousse, quitte à défier les codes établis. L'âge d'or de Michel Piccoli s'amorce au début des années 1960 et s'étend pour plus de 20 décennies, période où il s'impose comme l'un des visages incontournables du cinéma européen. En 1963, Le Mépris de Jean-Luc Godard le propulse sur la scène internationale. Aux côtés de Brigitte Bardot et Jack Palance, il incarne un scénariste désabusé, maîtrisant l'art de la retenue et du non-dit. Ce rôle devient une signature, celle d'un acteur capable de traduire des émotions profondes par un simple regard. Il enchaîne ensuite les collaborations prestigieuses, notamment avec Louise Buñuel. Dans Belle de jour, 1967, et Le charme discret du charme, 1972, il démontre une aisance rare dans l'univers surréaliste du cinéaste espagnol, naviguant entre ironie et gravité. Ces films, couronnés de succès critique et public, renforcent sa réputation d'acteur caméléon. Claude Sautet, autre figure majeure du cinéma français, lui offre des rôles où l'humanité prime sur l'esbrouf. Les choses de la vie, 1970, et Vincent, François, Paul et les autres, 1974, explorent les fragilités et contradictions de la condition humaine, et Piccoli y apporte une intensité qui marque durablement les spectateurs. Son talent est également reconnu dans La Grande Bouffe, 1973 de Marco Ferreri, œuvre polémique où il n'hésite pas à ébranler le confort moral du public.
Ce goût pour le risque artistique, loin de nuire à sa carrière, assoit son image d'acteur audacieux, prêt à s'aventurer sur des terrains dérangeants. Les récompenses viennent couronner cette période faste. Prix d'interprétation masculine à Cannes en 1980 pour Salto nel vuoto de Marco Bellocchio et l'Ours d'argent à Berlin en 1982 pour Une étrange affaire. Pourtant, derrière ces distinctions, Piccoli reste fidèle à son credo. Un rôle ne vaut que si l'on peut y perdre ses certitudes. Dans ces années, le public et la critique s'accordent à dire qu'il appartient à la lignée des grands acteurs européens, aux côtés de Marcello Mastroianni et Dirk Bogarde. Mais plus qu'une star, il demeure un artisan, un interprète qui préfère la profondeur au clinquant. Cette constance dans l'exigence artistique forge un héritage que peu de ses contemporains peuvent revendiquer. Derrière l'élégance feutrée et la voix grave qui ont façonné son image publique, Michel Piccoli a toujours préservé un jardin secret, où se mêlaient passion, engagement et épreuve. Sa vie sentimentale, bien que ponctuée de figures célèbres, fut marquée par des liens intenses et parfois complexes. Il épouse d'abord l'actrice Éléonore Hirth, rencontrée sur les planches. De cette union naît une fille, Anne Cordelia, qui choisira elle-même une carrière discrète, loin du tumulte médiatique. Leur mariage, bien que solide au départ, finit par s'effriter, Piccoli étant happé par des tournages incessants et une vie artistique exigeante. En 1966, il se marie avec Juliette Gréco, icône de la chanson française et figure intellectuelle de Saint-Germain-des-Prés. Leur couple attire l'attention des médias, symbole d'une alliance entre deux univers artistiques puissants. Ils partagent une vision de l'art comme engagement, mais les tensions liées à leurs carrières respectives finissent par les éloigner. Leur séparation, en 1977, est vécue dans une grande discrétion, sans éclat public, mais laisse une empreinte durable sur l'homme. L'année suivante, Michel Piccoli épouse Ludivine Clerc, avec qui il partagera plus de 40 ans de vie. Ensemble, ils adoptent 2 enfants, Inor et Missia. Cette famille recomposée devient son port d'attache, surtout dans les dernières décennies. Piccoli y trouve une stabilité qu'il n'avait jamais réellement connue auparavant. Ludivine, ancienne assistante de production, l'accompagne dans ses choix artistiques et veille à préserver leur intimité. Parallèlement, l'acteur n'a jamais hésité à afficher ses convictions politiques. Engagé à gauche, il fut membre du Parti communiste français dans sa jeunesse, avant de s'en éloigner, tout en restant fidèle à ses idéaux de justice sociale. Il soutient des causes humanitaires, participe à des campagnes pour la paix et la défense des droits humains, et n'hésite pas à signer des tribunes contre les dérives politiques. Cet engagement, parfois critiqué, renforce son image d'artiste intègre, refusant de séparer l'homme du comédien. Mais cette rectitude s'accompagne de luttes plus silencieuses. Piccoli confiera avoir traversé des périodes de doute profond, notamment face à l'évolution du cinéma et à la disparition d'une certaine exigence artistique. Il refuse des rôles lucratifs mais vides de sens, ce qui lui vaut parfois des creux dans sa carrière. Les proches rapportent aussi qu'il a souffert de la perte de nombreux amis et collaborateurs, parmi lesquels des réalisateurs, avec lesquels il entretenait des liens quasi fraternels. Peu enclin à se livrer dans les médias, il utilisait ses personnages pour explorer des zones d'ombre personnelles, la solitude, le désenchantement, la fragilité derrière la façade. Sur scène comme à l'écran, il incarnait souvent des hommes en proie à une crise intérieure. Et ce choix récurrent n'était pas fortuit. Il y avait là, selon certains proches, une forme de miroir intime. Travers tout cela, Michel Piccoli a maintenu une discipline de vie discrète, loin des excès souvent associés au monde du spectacle. Pas d'addiction connue, mais un attachement constant à la lecture, à la peinture et à la musique, héritage familial qui l'accompagnait dans les périodes de retrait. Son appartement parisien et sa maison normande étaient remplis de livres, de vinyles et de toiles, témoins silencieux d'une curiosité insatiable. Ces aspects privés, rarement révélés au public, donnent la mesure d'un homme qui, tout en ayant côtoyé la gloire et les projecteurs, a choisi de garder l'essentiel à l'abri. Dans ses dernières interviews, il évoquait le temps qui passe, le regard qu'on porte sur une carrière accomplie, et cette phrase résonne comme un testament.
Le plus beau rôle peut être celui qu'on ne joue pas devant la caméra, mais dans la vie, chaque jour. À partir des années 2010, Michel Piccoli réduit progressivement ses apparitions à l'écran, choisissant avec soin les projets qui correspondent encore à ses exigences artistiques. Loin de se retirer totalement, il accepte néanmoins quelques rôles marquants, comme dans Habemus Papa de Nanni Moretti, 2011, où il incarne un pape en proie au doute. Ce rôle, salué par la critique, illustre parfaitement la profondeur et l'humanité qu'il pouvait infuser à un personnage. En dehors de ses apparitions ponctuelles, il se fait de plus en plus rare sur les plateaux et dans les médias. La maison familiale de Saint-Philbert-sur-Risle, en Normandie, devient son refuge. Là, entouré de sa femme Ludivine et de ses enfants, il mène une vie calme, consacrée à la lecture, à l'écoute de musique et aux promenades dans la campagne. Cette retraite volontaire est moins un retrait définitif qu'un recentrage sur l'essentiel: la famille, les souvenirs et le temps retrouvé. Sur le plan de la santé, les informations disponibles restent mesurées. Aucun communiqué officiel n'évoque de maladies graves avant le drame final, mais des proches laissent entendre que l'âge et la fatigue limitaient ses déplacements. Ses apparitions publiques se faisaient plus espacées, et il déclinait parfois des invitations à des festivals ou à des hommages, préférant la discrétion à la lumière des projecteurs. Malgré cela, il continuait à suivre l'actualité du cinéma avec attention, commentant volontiers les évolutions du métier lorsqu'il accordait une interview. Dans ses propos, on sentait à la fois la fierté d'avoir traversé plusieurs époques du 7e art et une certaine mélancolie face à la disparition de figures amies, réalisateurs, acteurs, techniciens qui avaient jalonné son parcours. L'année 2017 marque l'une de ses dernières apparitions publiques marquantes, lorsqu'il accepte un hommage au Festival Lumière de Lyon. Les spectateurs l'accueillent debout, conscients de la rareté de ces moments. Lui, fidèle à sa réserve, remercie sobrement et se contente de quelques mots sur son amour du cinéma et des rencontres humaines qu'il a permises. Dans ces dernières années, Michel Piccoli semble incarner l'idée d'un homme en paix avec son passé. Les conflits artistiques ou politiques, qui avaient parfois marqué ces décennies précédentes, s'effacent au profit d'une sérénité assumée. Mais cette tranquillité n'est pas synonyme d'indifférence. Jusqu'au bout, il reste attentif aux débats culturels et sociétaux, signant encore à l'occasion des tribunes pour défendre la liberté de création et la place des artistes dans la société. Ainsi, à l'orée de ses 95 ans, Piccoli donne l'image d'un géant du cinéma qui, loin de rechercher l'ultime coup d'éclat, choisit de s'effacer doucement, laissant parler ses rôles passés comme autant de jalons immortels. La scène suivante, celle de son dernier acte, se jouera dans l'intimité d'un matin normand. Le 12 mai 2020, à Saint-Philbert-sur-Risle, Michel Piccoli s'éteint à 84 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral. La nouvelle, tenue secrète pendant plusieurs jours, ne sera rendue publique que le 18 mai, lorsque sa famille publie un communiqué transmis à l'AFP. Cette discrétion, fidèle à la manière dont il avait choisi de vivre ces dernières années, contraste avec l'immense notoriété qui fut la sienne. La veille de sa disparition, rien ne laissait présager l'imminence du drame. Selon les rares témoignages recueillis, il avait passé la journée dans sa maison normande, profitant du calme environnant. Une après-midi rythmée par des lectures, quelques échanges avec sa femme Ludivine et un appel téléphonique à un ami de longue date. Ce cadre paisible, loin des caméras, était devenu depuis plusieurs années son havre de paix. Le matin du 12 mai, l'accident survient brutalement. Les secours sont appelés, mais l'issue est inévitable. Il meurt dans sa demeure, entouré des siens, sans agitation médiatique. Cette fin intime, loin du tumulte public, illustre la cohérence d'un homme qui avait toujours refusé de transformer sa vie en spectacle. Le communiqué officiel de la famille ne s'attarde pas sur les détails. Sobre et respectueux, il se contente d'annoncer la disparition d'un époux, d'un père et d'un acteur qui a marqué plusieurs générations. Ce silence volontaire laisse la place aux hommages qui, très vite, affluent du monde entier. Dès l'annonce, le milieu du cinéma se mobilise. Des réalisateurs comme Costa Gavras, Nanni Moretti ou encore Jacques Audiard saluent un acteur immense, une intelligence rare et un partenaire de jeu d'une générosité inégalée. Les réseaux sociaux se remplissent de scènes iconiques tirées de ses films. Son regard intense dans Le Mépris, son élégance détachée dans Belle de jour, sa gravité dans Habemus Papam. La pandémie de Covid-19, qui frappe alors la France,
empêche toute cérémonie publique de grande ampleur. Les funérailles se déroulent dans la plus stricte intimité, à l'image de sa volonté de ne pas faire de sa mort un événement médiatique. Cette contrainte sanitaire, paradoxalement, protège l'intimité de ce moment et empêche toute récupération publique. Pour le public, l'annonce tardive et la retenue des informations suscitent une émotion particulière. Beaucoup évoquent un sentiment de vide, comme si la disparition d'une telle figure marquait symboliquement la fin d'une époque du cinéma français. Les médias reviennent sur sa carrière, diffusent des rétrospectives et rappellent que, derrière les grands rôles, il y avait un homme attaché à la liberté créatrice et à l'authenticité du jeu. Son dernier moment n'est pas celui d'un éclat dramatique sur scène ou devant une caméra, mais celui d'un retrait paisible, presque imperceptible, qui s'accorde avec la pudeur qu'il cultivait. Et c'est peut-être dans cette absence de mise en scène que se trouve le plus grand des gestes symboliques, quitter le monde comme il y a vécu, avec mesure, dignité et fidélité à soi-même.